Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Renard du Soccer pour notre tout nouvel épisode, un spécial MLS saison 2019. En effet, la saison MLS va commencer bientôt, soit le 2 mars prochain, ça s'en vient très rapidement. Et pour l'occasion, eh bien, on a invité le spécialiste de la MLS en question, nul autre que le journaliste Mathias Vanals, qui écrit sur le site de la MLS, mlssoccer.com, et qui écrit aussi ailleurs. C'est notre grand Manitou de la soirée. Puisqu'on filme au Tonton Flingueur, comme vous avez pu le constater, Mathias, bienvenue au Renard du Soccer. C'est vraiment un plaisir et un honneur de te recevoir. Je suis bien content de l'invitation. Merci beaucoup. Ouais, salut Mathias. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tout se passe bien et que tu es prêt pour cet épisode. On va essayer de donner le plus d'informations à tous ceux qui nous suivent. Déjà, en premier, Mathias, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. On sait, tu es coup franc MLS sur Twitter. Je sais que tu es employé, je pense, de la MLS. En tout cas, raconte-nous un peu c'est quoi que tu fais, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour que tu arrives à ce poste-là avec la MLS, avec le site officiel. Ouais, je travaille pour la MLS la plupart du temps. En fait, officiellement, je suis travailleur autonome, mais j'ai quand même un gros contrat avec la MLS qui occupe la plupart de mon temps. Donc je m'occupe de choses tellement diverses en français pour la MLS. En ce moment, je suis en train de faire le dossier de presse notamment, qui va normalement que je vais envoyer ce mardi, ou que j'ai envoyé ce mardi en fonction du moment où vous regardez l'émission. À côté de ça, je collabore aussi avec Vision du jeu, qui est un outil d'analyse très très approfondi de soccer que vous connaissez peut-être tous les deux, et Christian Skakels, qui est invité des émissions Coup franc, des podcasts Coup franc qu'on fait de temps en temps. Je travaille pour la MLS depuis 2011. Avant ça, j'étais rédacteur en chef de Québec Soccer de 2004 à 2011. Et avant ça, j'étais en Belgique. J'ai travaillé pour la Libre Belgique. Je suis diplômé en journalisme, donc je suis journaliste de métier. J'ai toujours été dans le sport, j'ai toujours été dans le soccer. Et puis voilà. Parfait. Ben, ça nous amène au premier segment de notre émission, qui est la track de la semaine, qui va parler justement de la MLS, la saison qui va bientôt se mettre en branle. Donc, on va faire appel à tes lumières. Il y a eu un mercato, bien entendu, pour beaucoup d'équipes qui ont voulu se renforcer. À tes yeux, quelle équipe a connu le meilleur mercato? Qui s'est amélioré? Qui a régressé? Qui reste dans le statu quo là, au moment là, où on arrive sur la ligne de départ? Mais ça a été une trêve hivernale assez intéressante, point de vue renfort, parce que tous les jours, je voyais des noms qui arrivaient, des signatures, et je me disais, ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, quand tu regardes globalement, tu te rends compte que c'est surtout les équipes qui étaient en bas de classement qui ont fait énormément d'efforts pour se renforcer, notamment Colorado. Alors, ils avaient déjà été chercher Kellyn Acosta l'été dernier. Maintenant, ils ont été chercher Kei Kamara, ils ont été chercher Rosenberry, ils ont été chercher Faye Labor. Ils ont été chercher beaucoup de monde, mais bon, après, il faut qu'ils sortent du bas de classement. Minnesota, c'est la même chose aussi, avec Osvaldo Alonso notamment. Une équipe très intrigante, c'est Philadelphie, qui a été chercher Marco Fabian, entre autres. Mais ce qui m'intrigue, et puis on l'a vu lors du match amical contre l'Impact de Montréal, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous, oui, je suis certain, nos téléspectateurs, je ne sais pas. Mais ils sont en train de changer de tactique et d'approche. C'est une équipe qui était très très bonne en possession de balle, qui aimait bien dominer. Et là, ils veulent faire un pressing haut, ils veulent un peu imiter les New York Red Bulls. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient un plan A qui marchait, donc on va voir un petit peu si ça va fonctionner. Les équipes qui ont régressé, je pense qu'il y en a une que tout le monde voit de très très loin, même si elle n'est pas très loin d'ici, en tout cas à notre échelle. Ouais. Oui, le Toronto FC. Ton rire en du long. Quelle surprise! Avec la perte de Jovinko, mais surtout de Vasquez. Je pense que Vasquez, bon, il a été blessé souvent l'année dernière, mais c'est une perte énorme. Alors on va voir si Pozuelo va signer ou Sofia Nani. Si Pozuelo arrive, attention, très bon joueur. Bon, aux dernières nouvelles, évidemment au moment où vous écoutez ça, je ne sais pas, mais en Belgique, vu que je suis les médias belges de près, il disait que Toronto avait rehaussé l'offre, donc c'est 8 millions d'euros qui est dans le contrat, et Toronto donc veut plus, Toronto offre plus, pardon. Et la discussion, c'est est-ce qu'il va arriver tout de suite ou est-ce qu'il va arriver à la fin de la période des transferts, c'est-à-dire début mai. Et là, Toronto est un peu réticent. Okay. Mais bon, ça c'est Toronto et en attendant ils ont un match de Ligue des Champions. Juste pour nos téléspectateurs, Pozuelo c'est un défenseur central si je me trompe pas? Non, Pozuelo c'est un joueur créatif donc il pourrait remplacer Vasquez. Parfait, je connais pas du tout le joueur. Ouais, c'est vraiment un très bon joueur, candidat au titre de joueur de l'année s'il arrive sans hésiter. Et l'autre équipe qui s'est divorcée je trouve, moi c'est New York City. C'est pas très loin non plus, c'est intéressant pour l'Impact hein, parce que c'est des équipes, bon, Toronto a fini derrière l'Impact mais quand même en théorie ils étaient quand même plus forts.
Et New York City, on a déjà vu leur deuxième moitié de saison l'année dernière, c'était pas génial. Depuis le départ de Patrick Vieira, là David Villa est parti, alors on a notre ami Mitritou, le Roumain, qui est arrivé, qui marque des buts spectaculaires, même si nous on a surtout vu celui de Mathieu Chouanier. Regardez ceux de Mitritou pendant la préparation, il y a quand même des belles choses, mais quand même, ils ont une pente à remonter. D'accord. Mais et qu'est-ce que tu penses, juste en parlant de ça, parce qu'on parle des équipes qui ont régressé, est-ce que tu penses qu'Atlanta a régressé aussi? On a eu une grosse discussion sur Culture Soccer par rapport à Atlanta, puis je sais pas si on a fait un peu les hot picks, puis il y a un de nos rédacteurs qui est Léo Villemin qui a dit que Frank de Boer sera un des premiers entraîneurs renvoyés de la MLS. Bon, après, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Est-ce que toi, tu penses que le champion en titre est capable de continuer sur sa lancée de l'année passée? Frank de Boer, il a intérêt à ne pas suivre les traces de Ruud Gullit parce que les entraîneurs néerlandais en MLS, ça n'a pas été très fort. Puis pour le moment, les entraîneurs néerlandais, d'ailleurs, en général, c'est pas extraordinaire. Mais c'est difficile à dire parce que, oui, on parle de Frank de Boer et je pense que c'est en raison du changement d'entraîneur qu'Atlanta a peut-être un petit peu régressé. Pas parce que, si de Boer est moins bon que Martino, il faut quand même dire les choses comme elles sont, mais pas forcément qu'il est mauvais, loin de là. Mais il faut s'habituer à un nouvel entraîneur, à un nouveau style, à une nouvelle façon de communiquer. Les Néerlandais sont assez directs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va leur dire en pleine face, c'est sûr. Il va falloir que les joueurs sud-américains et nord-américains s'habituent à ça. Ça va être un choc culturel, je pense, un petit peu pour tout le monde. Et il y a le fait aussi que Miguel Almiron soit parti. Ça, c'est aussi une perte. Maintenant, il y a Pity Martinez qui est arrivé. Donc, mais il faut le temps que tous ces gens-là s'habituent, les nouveaux qui sont arrivés. Mais il y a Joseph Martinez. Joseph Martinez, lui, dans n'importe quelle situation, il peut marquer des buts, donc il peut sauver un petit peu l'équipe. Mais on a vu quand même, je ne sais pas si vous avez vu le match à Herediano au Costa Rica en Ligue des Champions, c'était pas facile. Herediano a très bien joué, honnêtement. Si vous avez l'occasion de regarder le match retour, si vous regardez l'émission à temps, regardez ça. Si vous avez l'occasion de regarder Herediano au tour suivant, qui va peut-être tomber contre une équipe de MLS ou une équipe mexicaine, ça va être intéressant. Mais Atlanta, leur début de saison, ils ont intérêt quand même à s'ajuster. Et il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à Toronto aussi l'année passée. C'est ça, c'est justement, c'est le fameux, c'est pour ça que ma question, c'est le fameux, l'année après le titre, où j'ai remarqué qu'en MLS, en tout cas la MLS 3.0, en tout cas on en parlera plus tard dans l'émission, mais la nouvelle MLS, les champions en titre ont du mal à exister l'année suivante. En tout cas, on a vu ça avec Toronto, on a vu ça je pense qu'on va voir ça aussi avec Atlanta. Donc j'espère que c'est pas une nouvelle tendance dans la MLS. J'espère qu'au moins les grosses équipes pourront rester grosses et que les autres s'élèvent à ce niveau-là au lieu qu'on joue à un jeu un peu sinusoïdal où ça va à droite et à gauche. Je vais juste réagir sur ton « j'espère que non » parce que moi aussi j'espère que non pour une raison totalement différente. C'est que pour la visibilité de la MLS en dehors des États-Unis et du Canada, les gens, je pense qu'ils ont besoin de stabilité, qu'ils ont besoin d'équipes, surtout des équipes dans lesquelles se reconnaître. Oui, quelques vedettes comme Zlatan Ibrahimovic, mais si les gens commencent à se dire, bon, Atlanta, c'est l'équipe qu'il faut suivre, ils regardent Atlanta, puis que l'année suivante, Atlanta est dans les 36e dessous, puis avant, c'était Toronto, ils n'ont pas de repères. Et puis pour qu'un championnat gagne de la visibilité à l'étranger, je pense que les repères, c'est une bonne chose. Donc, j'ai le même espoir que toi. Effectivement. Mais puisque tu as parlé des nouveaux venus, justement dans la conversation, on parle d'Atlanta, mais il y a une équipe qui a l'habitude de ne pas faire les séries depuis son entrée à MLS, c'est Orlando City. Et on a un de ceux qui suivent notre émission, Jade Gorayab, il nous a contacté et qui nous a posé la question que tout le monde prédit que Orlando City va terminer encore une fois en bas du classement. Mais est-ce que l'acquisition d'un joueur comme Nani va permettre à ramener cette équipe-là enfin au-dessus de la ligne rouge et à leur permettre d'accéder aux séries enfin? Est-ce que Nani, c'est une grosse acquisition marquante pour toi? Oui, Nani est une grosse acquisition marquante si son corps suit, qu'il ne se blesse pas, ça c'est une chose. Évidemment. Je te répondrai à ta question par une autre question. Est-ce que Nani est capable de faire ce que Kaka n'a pas réussi? C'est une excellente question en fait. Moi, effectivement, ma question en fait, ça serait plus, est-ce qu'Orlando a enfin un vrai plan? Ou est-ce que là, on pourrait enfin avoir une équipe, une unité? Parce qu'on a l'impression que c'est ça qui manque dans cette équipe. Oui, parce que le talent, elle a défensivement peut-être un peu moins, mais offensivement, il y a Dekliestan, il y a quand même Russell qui est le mieux défensif, qui est assez extraordinaire. Devant, il y a Don Dwyer. C'est une très belle équipe avec Nani. Je pense que individuellement, ça va. L'entraîneur qui est arrivé en milieu de saison, M. O'Neill, l'Irlandais,
a eu quand même le temps d'apprendre à connaître son équipe, ses joueurs et de faire la préparation avec. Les changements d'entraîneur en milieu de saison, souvent ça ne change pas grand-chose, mais on a vu à Toronto, Greg Vanney, quand il est arrivé en milieu de saison, les résultats étaient moins bons qu'avant. Puis après, Toronto, on sait ce qui est advenu, ils sont devenus champions, ça a bien été. Donc il va falloir lui laisser le temps. Maintenant, Orlando a un petit avantage, on en parlera je pense tout à l'heure dans le segment sur l'impact de Montréal, c'est que dans l'Est, il y a beaucoup de reconstruction, il y a beaucoup de points d'interrogation, et donc Toronto aussi fait partie de ces points d'interrogation, mais il y a bien quelqu'un qui va profiter de tout ça. Oui, c'est vrai, mais en fait, j'aimerais souligner, ajouter à ce que tu viens de dire, tu as parlé de l'entraîneur O'Connor, qui était aussi l'entraîneur de Louisville, juste avant, en USL, qui est champion USL 2 années de suite. C'est vraiment une équipe très belle à regarder. Et moi, en Culture Soccer, il y a Anthony de Varenne qui est un gros supporter de l'USL, puis qui m'a parlé de ces joueurs-là. En fait, il a ramené la plupart des défenseurs, toute la brigade défensive. Je pense qu'il y a 3 nouveaux défenseurs qui font partie d'Orlando cette année, qui viennent de Louisville. Donc, il y a une certaine entente. On savait depuis le début que Louisville et Orlando sont quand même assez proches. Les liens sont quand même assez forts. Mais il y a quand même, point de vue défensif, qui était le talon d'Achille d'Orlando l'année passée. À ce moment-là, en trouvant des défenseurs qui ont quand même déjà une certaine entente, des automatismes ensemble, peut-être que ça pourrait aider. Peut-être que ça pourrait aider Orlando à aller encore plus loin. Après, j'espère qu'ils sont assez bons et qu'ils sont au niveau de la MLS. Parce que USL, c'est très bien, mais la MLS, c'est quand même une coche au-dessus. Est-ce qu'ils seront capables de performer à ce niveau-là? Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, je disais, dans l'Est, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que les gens oublient souvent et comparent les équipes des conférences les unes aux autres. Mais avec ça, Orlando, ils vont quand même jouer contre les équipes de l'Ouest. Ouais. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc oui, peut-être que la cohésion, ça va donner des bons résultats contre des équipes de l'Est qui se cherchent, mais contre des équipes de l'Ouest qui ne se cherchent pas, peut-être que ça va être un handicap pour Orlando, contrairement à leurs concurrents directs dans l'Est. Et ça, je pense que c'est un point très intéressant que tu amènes avec ces nouveaux joueurs défensifs qui se connaissent, mais viennent d'un niveau inférieur. Effectivement, effectivement. Et en parlant de l'Ouest, j'ai juste pensé maintenant, qu'est-ce que tu penses de LAFC, Los Angeles Galaxy? Est-ce que tu penses que ces équipes-là, moi je prédis personnellement qu'ils ne feront pas les séries. Ni l'une ni l'autre? Ni l'une ni l'autre. Je trouve que défensivement, il y a trop de trous dans les deux. Et mais ça va être qui les 7? Parce qu'il y en a quand même 7 sur 12 qui il y en a beaucoup. Il y a Vancouver qui va, moi je pense, faire les séries. Il y a San Jose, je pense qu'il ne sera pas loin avec Almeida. J'aime beaucoup ce que je vois de San Jose. J'ai vu quelques extraits de matchs avec San Jose. En tout cas, il y a des équipes, je pense, qui ont fait Minnesota, on s'entend. Oui. Donc, il y a des équipes qui font ces efforts-là pour arriver. Et je pense que LAFC, ils ont perdu un de leurs piliers au milieu défensif, qui était Fellaber, même si c'était pas vraiment quelqu'un de défensif, mais c'est lui qui jouait au poste le plus reculé du milieu. Il est parti. Bon, on a Marc-Anthony Kaye qui revient, mais après, il y a qui à côté? Il n'y a plus personne à côté en tant que milieu défensif, donc ça va vraiment vers l'avant. Sauf que défensivement, j'ai comme tendance à penser qu'il y aura beaucoup de trous. Elle est Galaxy, on s'entend qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en défense, en tout cas notables. Bon, il y a des rumeurs comme quoi il y a un gros défenseur qui s'en vient bientôt, c'est ce que j'avais cru. Oui, c'est ça, c'est que la période des transferts finit début mai, donc il peut toujours se passer beaucoup de choses. Mais en date d'aujourd'hui, je pense que ces deux équipes-là vont avoir du mal. Oui, bon, après ils peuvent gagner des matchs 6-4, mais est-ce que c'est possible qu'ils gagnent beaucoup de matchs 6-4? Surtout le LAFC, je pense qu'ils vont beaucoup, au début en tout cas, dépendre de leur vedette, notamment Carlos Vela. Ils ont un avantage, c'est que Vela et Rossi s'entendent comme l'arme en foire. Il y a vraiment beaucoup de buts où ils étaient l'un à la dernière passe, l'autre à la conclusion, que ce soit d'abord Vela, ensuite Rossi ou l'inverse. Ça va les aider, ils ont quand même une certaine stabilité. Mais comme tu le dis, ça va être compliqué, mais je pense quand même qu'ils vont finir au-dessus de la ligne rouge. Le LA Galaxy, je suis curieux parce qu'il y a Guillermo Barros-Schelotto, le nouvel entraîneur qui arrive, qui va imposer un nouveau style. Et je regardais un petit peu comment ça jouait quand il était en Argentine. Et c'était une équipe, c'était un rouleau compresseur qui dominait, qui écrasait tout sur son passage. Oui, mais est-ce que si le LA Galaxy n'arrive pas à jouer comme ça, si le LA Galaxy n'arrive pas à développer ce style-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est une autre question. Ça m'amène à une autre question. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs aussi. Dans la MLS, on a parlé, Ali a parlé d'Almeida avec San Jose, et là, tu as parlé de Schelotto avec LA Galaxy. Il y a Caleb Porter à Columbus qui remplace
un de tes préférés, Greg Berhalter, qui est maintenant la tête de l'équipe nationale américaine. Ah, je suis tellement déçu, mais bon. Oui, effectivement. Bon, au moins, Ruud Gullit ne revient pas. Je sais à quel point tu le tiens en haute estime. Mais bon, parenthèse refermée. Mais dans les changements d'entraîneur, là, tu as parlé de Schelotto, mais est-ce que tu vois quelqu'un comme Almeida ou des vétérans comme Porter à Columbus, est-ce que tu penses que ça va réussir? On a parlé de Frank de Boer tantôt. Comment, dans l'ensemble, les nouveaux entraîneurs, tiens, Marc Dos Santos à Vancouver, est-ce qu'il va réussir? Qui tu penses va réussir à implanter peut-être une marque cette saison en MLS ou à laisser son empreinte? Ouais, allez, je vais être un peu chauvin québécois avec Marc Dos Santos. Juste pour une raison assez basique. Il a toujours réussi. Oui, il a toujours réussi, mais surtout, bordel, qu'est-ce qu'on s'emmerdait à Vancouver, avant avec Robinson. C'était l'équipe la plus ennuyeuse. À un moment donné, oui, il y avait du spectacle et tout, mais cette équipe ne savait rien faire avec un ballon et puis il profitait des circonstances ou des phases oui, c'est ça, des phases arrêtées, des circonstances favorables et tout. Là, je pense qu'il va y avoir un fond de jeu. Il va peut-être mettre du temps à le mettre en application. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais tu dis Marc Dos Santos a réussi, mais surtout Marc Dos Santos a réussi dans de nouvelles équipes. Oui, c'est ça. Donc, et dans plusieurs championnats différents, il a appris des choses. Il a appris la MLS. Il ne faut pas oublier qu'il était entraîneur adjoint de Los Angeles FC l'année dernière. Donc, il connaît quand même le championnat, il connaît certaines réalités, il connaît le niveau, il a pu jauger des choses. Donc, je trouve que ce sera très intéressant de voir la saison de Marc Dos Santos à Vancouver. Je disais au début que c'était chauvin, mais je ne le dis pas justement par chauvinisme, je le dis vraiment parce que ça va être intéressant. Une autre chose qui va être intéressante à regarder aussi, ça va être Porter à Columbus. Parce que Columbus, les joueurs, c'est des machines. Ils sont tellement habitués à faire ce qu'il faut faire avec Berhalter. Peut-être que Porter va leur dire des choses très intelligentes, mais tellement inhabituelles pour eux. Et Berhalter, il était là depuis longtemps et l'équipe n'a pas beaucoup bougé que ça va les perturber. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça risque, et on va en reparler je pense peut-être dans le segment sur l'impact, mais ça risque aussi d'être un point d'interrogation dans l'Est Columbus. Effectivement. Petite rivalité Almeida, Schelotto, eux qui se sont croisés en Amérique du Sud. Oui, mais Schelotto connaît déjà la MLS. Il a ce petit avantage-là, il a joué à Columbus plusieurs années, c'était quand même une vedette de l'équipe, donc ça aussi, il y a vraiment, c'est ça, il y a des nouveaux pas tout à fait nouveaux comme Schelotto ou comme Porter, qui connaissent la MLS en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il y a Almeida et De Boer qui ne la connaissent pas du tout. Il y a Marc Dos Santos qui est un hybride un petit peu. Et le sixième, c'est notre ami Luchi Gonzalez de Dallas aussi, qui était entraîneur, qui était directeur de l'équipe de jeunes. Donc Dallas, il va y avoir beaucoup de jeunes. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être un projet un peu différent, mais ou peut-être qui ressemble à celui de New York il y a quelques années. Parfait. Est-ce que tu penses juste comme ça, une petite prédiction pour maintenant, je sais que c'est tôt encore dans la saison, mais est-ce que tu penses déjà en premier que Atlanta pourrait ravir le titre? Ou sinon, quel est ton favori pour cette année? Je vais pas te tweeter en te disant « Ah, t'as dit ça », mais non. C'est juste comme ça. Pour gagner la Coupe MLS? Oui, pour gagner la Coupe MLS. Bah, je vais répéter ce que je dis chaque année. La Coupe MLS, c'est un jeu de fléchettes, ça dépend de la forme du moment, puis ça se joue sur un match, donc tu peux tomber contre l'équipe qui a la recette pour gagner contre toi. Tu bats tout le monde, mais il y a une équipe contre qui tu gagnes jamais. Tu tombes sur elle en phase finale et tu vas perdre. Donc, mais c'est qui le meilleur tireur de fléchettes? On va le dire comme ça. Je pense que les clubs, c'est pas les tireurs, c'est la cible. Il va pas me répondre. Il veut pas se mouiller. Non, mais chaque année, on fait la même chose. Puis je réponds tout le temps la même chose. En plus, il peut se passer tellement de choses. On n'a pas encore fini la période de transfert. Il va y avoir un mercato estival. Souvenez-vous de Seattle, avec Lodero. C'est vraiment beaucoup trop imprévisible. On peut dire qu'Atlanta l'an dernier a été pratiquement une exception, même s'ils n'ont pas eu le Supporter Shield. Donc tout attend les Red Bull l'ont eu avec leur jeune formation et leur style. Mais on se disait au début de la saison qu'Atlanta avait tout ce qu'ils avaient besoin pour gagner. Et ils l'ont gagné, même s'ils n'ont pas joué tout à fait juste l'attaque dans les playoffs. Ils ont été beaucoup plus disciplinés, plus pragmatiques. Mais quand même, moi j'ai hâte de voir comment cette saison-là va se dérouler. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler. Voilà, c'est ce qui conclut notre premier segment sur la track de la semaine. Mais ne bougez pas, on vous revient tout de suite après quelques petits moments, une petite interruption. Nous revoilà au second segment des Renards du Soccer avec, comme d'habitude, le Renard Bleu. Nous sommes encore au Tonton Flingueur, magnifique bistro-bar sur Côte-des-Neiges.
Et on est encore avec le magicien d'Oz de la MLS, Mathias Van Hals. Donc Mathias, on va continuer cette discussion. Sûrement, bien entendu, le grand Mathieu Lemay, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est sûr, le Renard Bleu, on parle de l'Impact de Montréal. Je sais que tu es un observateur de la MLS et ainsi de suite, mais tu es quand même basé à Montréal, donc c'est quand même assez facile pour toi de regarder le club local. Donc déjà, commençons par cette édition 2019. Est-ce que tu penses que pour toi, l'Impact de Montréal s'est amélioré ou bien il y a un statu quo ou qu'est-ce que tu penses de l'Impact de Montréal édition 2019? Par rapport à il y a un an, exactement la même période, je pense que tout le monde l'a répété, notamment les joueurs, l'équipe est largement plus avancée, c'est tout à fait normal. Par rapport à la fin de la saison dernière, il y a un statu quo. Et plusieurs années, c'est arrivé que le statu quo à l'Impact, on disait « Ah oui, mais bon, les autres équipes avancent, puis l'Impact qui n'avance pas recule ». Mais je pense que cette année, la stabilité, ça pourrait aussi aider, notamment parce qu'il y a Rémi Garde dans la préparation de l'émission, vous m'avez demandé quel est le meilleur transfert de l'hiver. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas un joueur qui est arrivé, c'est le fait qu'il y ait un équilibre qui a été trouvé et que l'entraîneur sache exactement ce qu'il veut faire avec les joueurs. Il a un an de plus en MLS. Il a eu l'occasion de connaître les adversaires, le niveau et ses joueurs évidemment. Et je pense qu'il a une vision claire de où il veut arriver avec quel genre de joueur. Et donc ça pourrait aider l'Impact. En tout cas, quand on a vu la préparation, c'est ce que ça dit. Effectivement, mais c'est ça, je suis étonné un peu de ta réponse parce que je regarde un peu, selon moi, quand je vois qu'on jouait un peu sans attaquants l'année passée, je vais dire, je l'appelais un 4-3-0, un 4-3-2 au lieu d'un 4-3-3. Là, on est vraiment en 4-3-3, je pense, avec Urruti. Moi, je pense qu'il y a quand même, je ne dis pas qu'on est une équipe qui va remporter le Supporters Shield, mais quand même, je pense qu'il y a une petite amélioration. On a une doublure à Bakary Sagna, ce qu'on n'avait pas l'année passée. Il y a quand même une petite amélioration, c'est pas encore ça, mais je pense que dans une deuxième année du projet Rémi Garde, je pense qu'il y a quand même progression d'une année à une autre, en plus du jeu et de la stabilité dont tu parles, non? Oui, il y a une progression dans la mesure justement où cet équilibre a été trouvé et on continue sur l'élan de l'année dernière. Mais quand même, je vais reprendre ton expression et peut-être un peu l'exagérer, mais tu as dit amélioration, mais avant tu as dit petite. Donc c'est quand même, tu vois que c'est ce que tu penses aussi. Donc oui, puis bon, moi Urruti, je ne suis pas son plus grand fan, je le reconnais. Par contre, Rémi Garde, il a vu quelque chose en lui et peut-être qu'Urruti, on ne le reconnaîtra pas par rapport à ce qu'il a fait à Dallas et à Portland où il jouait attaquant. Et honnêtement, Portland, c'est une équipe que j'aime beaucoup regarder, que je regardais beaucoup les années passées. Et Urruti, c'était quelqu'un qui m'énervait beaucoup parce que je voulais parfois que Portland gagne. Je le reconnais dans certains matchs et c'est à ces occasions-là qu'il m'énervait. Donc j'espère pour les supporters de l'Impact de Montréal que Urruti ne sera pas aussi énervant qu'à ce moment-là. Mais bon, je pense que Rémi Garde, il a une idée. Maintenant, on va voir. C'est bien joli, la préparation, quand tout va bien et tout. On va voir maintenant quand les choses vont évoluer. Ça reste quand même un projet. Hein? Depuis que Rémi Garde est là, on prononce beaucoup ce mot-là. Qu'est-ce qui manque, selon toi, à l'Impact pour que l'équipe progresse encore une coche au-dessus? On a un de nos fans, Machi Bouzouk, mais son vrai prénom c'est Mathieu comme moi, qui nous demande justement qu'est-ce qui manque, un 10 par exemple. On parle beaucoup de ça dans la conversation. Il y a des consultants qui en parlent. Ou bien c'est un autre genre de 9. Toi-même, tu as dit que Urruti n'était pas ton favori. Ou l'Impact a-t-il besoin d'autre chose dans sa formation? C'est quoi qui manque pour cette équipe-là? Là? Il y a vraiment une progression là, pour franchir un cap supplémentaire. C'est une question assez compliquée parce que tout à l'heure on parlait de l'équilibre et donc en fonction des joueurs qu'il a sous la main, Rémi Garde construit un équilibre qui, si on ajoute un autre joueur, serait peut-être déconstruit. Je pense que tout le monde parle souvent d'un meneur de jeu, d'un 10. C'est vrai que Taider a un profil plus défensif et il disait lui-même l'année dernière, je ne suis pas habitué à jouer dans ce rôle-là. Après, qui tu enlèves? Parce que Azira, on le sous-estime beaucoup, je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. Samuel Piet, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui l'enlèverait sous peine de guillotiner tout le monde. Donc, de nouveau, c'est ça, c'est que c'est une équipe qui change. Par contre, s'il manque quelqu'un, je pense, moi, c'est une cible devant parce que Urruti travaille beaucoup, mais plus il est loin du but, meilleur il est. Je pense qu'à Dallas, l'année dernière, c'est pas le fait qu'il jouait parfois en 10, c'est le fait aussi que son entraîneur avait compris que si tu l'éloignes du but, il peut être beaucoup plus dangereux. Il a un très bon tir de loin et quand il vient de loin, il est dangereux. Et même, on l'a vu contre l'Impact l'année dernière, le penalty qu'il a provoqué par exemple sur Camacho, il s'était excentré, il était dans le coin du rectangle et c'est là qu'il a été dangereux. Donc
quand les autres équipes vont un petit peu comprendre la dynamique devant, avec Piatti, avec Urruti, avec Novillo, il va, je pense, y avoir peut-être d'autres plans à trouver et peut-être justement que quelqu'un qui peut être une cible devant et qui peut, par exemple, réceptionner des centres et autre chose, ça pourrait être intéressant. Parfait. C'est drôle que tu parles un peu d'Urruti. Je veux juste revenir un peu sur ce qu'on a parlé parce que je comprends. Bon, Urruti, c'est pas le goléador absolu, je le comprends. Sauf que je pense que contrairement à ce qu'on voyait à Dallas, à Portland et même à Toronto brièvement, Urruti n'est pas là pour être le sauveur, le marqueur de l'équipe. C'est un peu plus différent. Il est là pour jouer et pour un peu libérer des espaces à Piatti. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment, il fit parfaitement avec cette équipe-là. Après, il est travailleur en plus, il travaille pour l'équipe, il est là. Donc, c'est pas lui qui est... Tu parlais à Portland. À Portland, bon, tu as Valérie, mais qui jouait derrière lui. Mais il n'y a pas eu... Il n'y avait pas grand monde qui était là pour marquer, donc il s'attendait à lui qui marque, ce qui n'est pas vraiment le cas avec l'Impact de Montréal. Oui, on s'attend qu'il amène sa production normale, qui est entre 8 et 10, 12 buts, ce que je pense qu'il n'aura pas de mal à faire avec l'effectif qu'on voit. Mais je pense que quand on pense aux derniers attaquants l'année passée, ils en avaient ramassé, ils avaient inscrit 3 buts, je pense, pendant toute l'année. Là, on se retrouve avec un seul joueur qui va amener 12 disons 10 buts, je pense, au minimum. Donc, il y a quand même un autre registre pour Urruti. Je suis d'accord. Maintenant, et je m'attendais à cette question d'ailleurs, est-ce que les buts, parce que tu dis il va libérer plus d'espace pour Piatti, est-ce que Piatti, tu penses qu'il peut avoir encore une contribution plus forte que l'année dernière, marquer encore plus de buts que la saison passée où il en a déjà marqué quand même, j'ai plus le chiffre exact, mais entre 15 et 20? C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il fera peut-être moins d'efforts pour marquer ses buts. Donc, ce qui veut dire qu'il aura beaucoup plus d'options à lui, que ce soit déjà pour faire ses replis défensifs, que ce soit pour... Donc, je pense que ça quand même... Il n'aura pas à dépasser 3-4 joueurs et à créer un exploit à chaque fois pour marquer un but. Donc, ça va être un peu plus simple. Et je pense qu'il va bénéficier non seulement à Piatti, mais à toute l'équipe qui aura un peu... Je dirais pas un point d'appui. Je pense que ça rejoint la question de Jacques Goraïb qui demandait est-ce que tu vois Urruti en tant que faux neuf ou en tant que target man, donc en tant que pivot. Dans les deux cas, qui joue dans ces deux postes-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider le collectif, aider Piatti et aider tout le collectif de l'Impact de Montréal, ce qu'on n'avait pas l'année passée, malgré le léger mieux d'Amaricois. Ouais, non, ça c'est clair. Et puis, Mancosu, on peut quand même lui donner certains efforts qu'il faisait et garde le comparé à son Giroud. Mais je pense que Urruti sera beaucoup plus un Giroud que Mancosu. Et il va aider, et aussi surtout par le fait, je parle surtout de Giroud avec l'équipe de France, où tout le monde disait ah, mais il ne marque pas. Et puis Garde il disait oui, mais Giroud il ne marque pas avec l'équipe de France et pourtant il apporte beaucoup à l'équipe. Donc, déjà, les buts que Urruti ne marquera pas, ça va quand même apporter avec son travail défensif. On l'a vu, il recule très bas, il descend vraiment pour aller chercher des ballons, il aide beaucoup. Mais à un moment donné, il faudra quand même la mettre au fond. Et ça, c'est un problème parce que qui va marquer des buts de la tête pour l'Impact de Montréal? Qui va marquer dans le petit rectangle? Je veux bien, il en a marqué un, mais il n'en marque pas beaucoup. Donc ça aussi, il y a une présence. Quand les équipes vont avoir compris cette dynamique offensive, je pense qu'il ne faut pas regarder les individus. En tout cas, si moi je suis un entraîneur d'une équipe adverse qui va jouer contre l'Impact de Montréal, je ne regarde pas les individus, je regarde vraiment la dynamique collective, comment ça joue, comment ça marque. On a vu notamment des buts de loin dans les matchs de préparation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Et à un moment, quand les autres auront compris comment l'Impact va réagir, comment Rémi Garde va réagir, qu'est-ce qu'il a déjà prévu, parce que je suis sûr qu'il a déjà prévu quelque chose. Et c'est ça qui va être intéressant à regarder. Ça m'amène justement, puisque ça fait 2 fois que tu parles de plan B, on peut dire ça comme ça. On parle beaucoup d'alternatives. Rémi Garde, dans ses alternatives, il peut avoir aussi ne pas être resté figé dans un schéma tactique. Oui. Par exemple, Jérémy Trudel nous pose la question, est-ce que tu envisages par exemple un schéma tactique à la 4-4-2 à un moment donné, où tu vois par exemple un autre attaquant peut-être plus reculé par rapport à Urruti ou l'inverse, pour des fins de match, tout ça, où on va changer la dynamique du match? Je pense qu'honnêtement, Urruti, sa meilleure place, c'est deuxième attaquant. Un peu comme ce que Venegas n'avait jamais eu réussi à obtenir comme chance à Montréal et qui fait très bien avec le Costa Rica et maintenant de retour au pays. Et Urruti, parce qu'il est derrière quelqu'un et à ce moment-là, justement, en plus, les regards sont sur l'autre et Urruti, lui, il peut un petit peu tourner autour et faire valoir ses forces.
Et il y a peut-être quelque chose. Il y a des joueurs aussi qui pourront se révéler parce que là, on a notre équipe de début de saison, mais notre ami Okonkwo, peut-être que aussi Anthony Jackson-Hamel, après une saison difficile, va peut-être aussi retrouver son niveau et sa productivité d'il y a 2 ans. Donc, je pense que l'équipe qu'on voit maintenant va bouger. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. C'est sûr, de toute façon, en début de saison, il y a toujours des attentes, on a toujours un 11, puis il y a des révélations et il y a des déceptions. Bon, évidemment, si la révélation, c'est quelqu'un qui doit prendre la place de Piatti et au même poste, ça va être un peu compliqué. Mais il y a quand même des joueurs ça arrive chaque saison, dans tous les clubs. Donc, je suis très curieux de voir un petit peu comment ça va évoluer à l'Impact de Montréal. Je suis sûr que c'est aussi un sujet qui fera débat chez les supporters. Parfait. Ben, en parlant d'évolution, juste pour suivre ce que tu viens de dire, si on veut voir d'évolution, est-ce que tu vois quelqu'un qui va se démarquer cette année? Je sais que tu as parlé un peu de Jackson-Hamel, que possible qu'il pourrait se démarquer cette année par rapport à sa saison flop l'année passée, disons-le, comme elle est. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir se démarquer, amener un peu plus de minutes? On a vu l'année passée un Kroliki qui a joué beaucoup plus que ce que supposé. Oui, Rémi Garde n'avait pas beaucoup de choix, mais quand même, on a vu une progression quand même assez forte de Ken Kroliki par rapport à son début de saison jusqu'à la moitié de saison. Quand même, on commençait à se dire quand Kroliki était blessé, il est où? Donc, ce qu'on ne pensait pas qui allait arriver au début de la saison. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un joueur comme ça? Est-ce que tu as un nom à nous dire, à partager ou Non, parce qu'honnêtement, bon, je n'ai pas été en Floride, je n'ai pas vu assez de la préparation, j'ai juste vu les 2 matchs amicaux, donc c'est assez difficile. On a vu Mathieu Chouanière, ce qu'il a fait, c'est assez fabuleux. Je pense qu'aussi, parfois, il y a des chances à saisir. Kroliki, il a saisi sa chance parce que justement, il n'y avait personne. Un autre nom que je pense dont il faut parler, même s'il était à moitié titulaire en début de saison, c'est Daniel Lovitz l'année dernière. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que demande Rémi Garde, l'exigence qu'il a du haut niveau, c'est des exigences collectives. Il faut comprendre ce qu'il veut, le placement, le replacement, jouer en fonction les uns des autres. Et on a vu la défense l'année passée. Tout le monde est passé par-dessus bord, sauf Daniel Lovitz. Donc lui, il a compris, il a réussi à s'intégrer dans cette équipe. Il a fait partie des très bons défenseurs de MLS. Le flanc gauche de l'Impact était difficile à passer l'année dernière et il a reçu une invitation en équipe nationale. Donc, ça ne répond pas à ta question, mais ça rejoint ce que tu disais juste avant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Pour les joueurs qui vont sortir du lot, ça va tellement dépendre de qui va avoir sa chance. Ça va dépendre des blessés, des suspendus. Ou peut-être qu'il n'y en aura pas, parce que l'année dernière, honnêtement, l'Impact de ce côté-là a été chanceux. Ça aussi, c'est peut-être un point à prendre en compte. On va voir si cette année, ils vont de nouveau avoir une saison où il n'y a pas tellement d'absence. Oui, il y a eu évidemment l'hécatombe en défense centrale avant le début de la saison. Mais après ça, honnêtement, oui, il y a eu Taider qui a été exclu à un match, qui a été suspendu après, mais Piet a pu toujours jouer. Quand Kroliki a baissé de forme, il y a Azira qui est arrivé. Piatti a été là quasiment tout le temps. Silva, il est arrivé en cours de saison, mais une fois qu'il a été dans l'équipe, il y est resté. Mankozu a été... Oui, ça c'est un autre problème, mais ça c'est une question de niveau. Ouais, c'est pas une question de blessure, de méforme, d'autre chose. Donc ça, on va voir aussi parce que le calendrier l'année passée était parfait. Je pense que si tu veux le calendrier idéal, tu regardes celui de l'Impact l'année passée. Je pense qu'il y a eu 2 fois où ils ont eu des matchs rapprochés. Cette année, ça va être beaucoup plus compliqué. Et voilà. Mais il y a des jeunes derrière et là, on va voir qui va recevoir sa chance, qui va la saisir. Et surtout, Rémi Garde, je pense qu'il va avoir l'intelligence, contrairement à certains entraîneurs du passé, de mettre les jeunes dans des bonnes conditions. On a vu dans la préparation, il y a quelque chose qui m'avait frappé. Lors des 2 matchs, il y a eu celui contre Tampa Bay, celui contre DC United. Après le match contre Tampa Bay, j'avais un arrière-goût de trop peu par rapport à Bahia. Parce que je me suis dit, on ne l'a pas beaucoup vu, mais ce n'est pas de sa faute. C'est parce que derrière lui, il y avait Broguiard qui était concentré sur ce qu'il avait à faire et qu'il a bien fait. Alors que de l'autre côté, il y avait Chouanière qui derrière lui avait Lovitz qui était plus à l'aise, qui prenait plus de risques et qui aidait à le mettre plus en valeur. Et puis on a vu Bahia lors du match suivant contre DC United avec les titulaires et ça a été tout à fait autre chose. Et donc je pense que Rémi Garde, quand il va aligner des jeunes, quand il va faire tourner son équipe, ces jeunes-là, il va bien les entourer et il ne va pas faire que ah oui mais il y a 4 jeunes qui sont ensemble, c'est compliqué parce qu'ils sont tous ensemble. Non, chacun pourra se mettre en valeur et là ça va être intéressant à regarder aussi. Effectivement, j'aimerais juste ajouter par rapport à Bahia, j'ai eu exactement la même chose que toi avec Tampa Bay. Je trouve qu'en première période, surtout, il était presque invisible, mais on a vu quand même une légère amélioration en seconde. J'ai bien aimé ce que j'ai vu en seconde, puis après, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. À DC, on a vraiment vu ce qu'il était capable de faire, puis j'espère qu'il va pouvoir prouver ça au fil de l'année.
Là, on parle de changements sur le terrain, des alternatives, mais il y a eu aussi beaucoup de mouvements au sein de l'organigramme de l'Impact. Le départ d'Adam Raz, l'arrivée de Kevin Gilmore alors que Joey Saputo a décidé de se retirer, l'arrivée de Patrick Leduc aussi dans le schéma de la direction. Comment tu as réagi? Comment tu considères ces changements-là au niveau de l'organigramme? Parce que je sais que dans la conversation, tu en as parlé beaucoup dans le dialogue avec tes consultants sur le podcast de Coup franc MLS, sur l'importance de la direction, le schéma, la direction, comment faire un plan sportif, tout ça. Et c'est vrai que ça revenait beaucoup dans la conversation. Dans les dernières années, on se demandait le plan de l'Impact si c'était opaque ou pas. Qu'est-ce que tu penses de ces changements-là au niveau de l'organigramme? Est-ce que tu penses que c'est un bon signe pour l'avenir? Moi, il y a une chose que je veux dire dès le départ, parce que même si je pense que c'est une bonne chose et une bonne décision, je trouve que quand Joey Saputo est parti, que ce soit des supporters ou d'autres personnes, on a tellement entendu parfois un ouf de soulagement un peu dur. Ouais. Et oui, c'est bien ce que Kevin Gilmore va amener, va porter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a certaines recettes que Joey Saputo a essayées qui n'ont pas fonctionné et qui veut justement atteindre les mêmes objectifs avec des recettes différentes avec quelqu'un d'autre qui peut les appliquer. Mais je trouve que ça a été un petit peu dur envers Joey Saputo en disant bon, bah, parfois j'ai pas lu comme ça, mais c'était écrit entre les lignes, bon débarras, ce qui je trouvais un peu sévère. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté à l'Impact de Montréal depuis la fondation du club il y a maintenant 26 ans et quelques. Donc ça, je voulais le souligner dès le départ. Maintenant, tous ces changements, il faut voir les changements administratifs et les changements sportifs, puisque tu parles du départ d'Adam Raz, l'arrivée de Patrick Leduc, qui sont, je pense, des choses pour le moment en parallèle. Avec Rémi Garde, pour cette saison et pour le court terme, je pense que les choses sont très bien prises en main. Donc Kevin Gilmore a un avantage, c'est qu'il peut se concentrer sur l'administratif. Et de ce qu'on entend et de ce qu'il déclare jusqu'à présent, on voit vraiment qu'il veut motiver les gens qui sont là et il est en observation. Donc il va falloir attendre. Je suis curieux de voir ses premières politiques, ses premières décisions concrètes, mais il y en a certaines, on ne les verra pas avant la fin de l'année. Les politiques des prix des billets, il ne va pas changer les prix des abonnements, alors que les abonnements sont vendus depuis 6 mois. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc il y a tout un cycle, un petit peu comme c'est arrivé pour le sportif avec Rémi Garde. Il prend ses premières décisions au début, mais en fonction des joueurs, des contrats qui sont là et ce avec quoi il va composer. Et après, on va voir. Donc, pour le moment, ce sont des discours très intéressants. Il y a vraiment de très, très bonnes choses de ce qu'on a entendu. Il l'a dit lui-même. Souvent, j'agis d'abord et je le dis ensuite. Donc, attendons les actes. Mais on va aller dans la continuité de ce que tu viens de dire. Parce que, il y a 2 ans, tu avais lancé un grand débat sur Twitter. Tu avais écrit justement qu'est-ce qu'il faut. En fait, tu posais un peu la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Impact. En fait, Montréal soit un marché de foot, comment améliorer le marketing, la communication, ça a été une énorme conversation. Et quand Kevin Gilmore est arrivé en poste, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as envoyé le résumé, en fait, la synthèse de tout ça, tes conclusions. Est-ce que tu peux nous en partager un peu les grandes lignes de tout ça, un peu pour rappel, il y en a peut-être certains des fans ou des gens qui nous regardent qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas été impliqués dans la conversation. Mais moi, je m'en souviens, ça avait beaucoup c'était super bon texte en plus, avec de très belles choses, de très belles suggestions faites à l'Impact de Montréal. C'est juste dommage que personne n'ait lu ça ou bien que personne n'ait pensé à ça même avant toi. Et même que quand toi, tu les apportes, ce serait bien aussi de garder un œil pour la direction, de garder un œil. Ce que Kevin Gilmore a fait, je pense qu'il t'a répondu sur Twitter. Mais là, il a répondu, on a regardé, mais de nouveau, c'est des paroles, on va voir les actes. Effectivement. Déjà, il y a une parole. Il a regardé, il a regardé. Ça, si on faisait une synthèse de ce que tu lui as dit. Pour préciser, en fait, c'est pas moi qui ai lancé la conversation, je sais qu'il m'excuse ou qu'elle m'excuse. C'est quelqu'un qui a parlé d'Orlando, de son expérience, avec quelqu'un de Montréal qui a été voir un match à Orlando et qui a dit que c'était totalement différent de Montréal. Et la conversation a été lancée comme ça. Il y a énormément de monde qui a participé et j'ai pris assez vite la balle au bon. Et puis c'est devenu quelque chose d'assez extraordinaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site impactsoccer.com parce qu'elle a été retranscrite au complet. Une conversation Twitter à retranscrire, c'est pas très simple, mais bon. Et il y a eu aussi sur mon compte Twitter, si vous allez voir les moments, il y en a un en dessous de moi, et puis c'est un petit peu les idées qui sont ressorties. Et quand on voit ces idées, en fait, il y a 5 idées concrètes. Il y a une idée de buvette, donc un endroit où tout simplement les gens peuvent boire un verre, mais au lieu d'être très compliqué, que tu passes 3 heures à choisir ce que tu veux. Ce qu'on fait en ce moment, là. Ouais. C'est là que tu as le choix. En fait, tu prends une bière, un soda ou de l'eau, non, une bière et un soda, puis tu choisis. Tu as une idée aussi de village, donc avec plein d'endroits où on vend des écharpes, on vend à boire ou à manger, qui seraient peut-être en dehors du stade.
Il y a une idée que excusez-moi, mais je prends mes notes parce que je les connais pas toutes. Je ne les connais pas toutes par cœur. Il y a une idée aussi de vendre par jeton. Donc, c'est-à-dire que avec des prix fixes, c'est ça, je l'ai vu dans d'autres stades. Donc, oui, tu avais voyagé, puis oui, c'est ça. Donc, tu achètes avec des jetons, donc ça te coûte 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons. Donc, au lieu d'avoir des échanges d'argent, ben, quand tu vas commander, tu sais déjà, donc la vente se fait beaucoup plus rapidement et tu peux passer ton temps à autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi le fait de ne pas avoir de siège assigné dans certaines sections. Ça, je trouve ça très important parce que tu vas aller avec un ami à l'Impact de Montréal. Ben vous êtes supporter, vous avez des billets. Donc, moi, de la tribune de presse, je le vois moins. Mais si toi, tu vas aller avec un ami à l'Impact. J'ai souvent le problème que, il ne peut pas être avec toi. J'ai pas de siège toi. à côté de moi, ou bien moi, je dois acheter un autre billet. Exactement. On se retrouve à acheter 2 billets au lieu d'un seul. Exactement. Donc, l'Impact veut attirer du monde. Mais comment tu peux attirer du monde quand les gens qui sont là veulent amener un ami, ils ne peuvent pas aller avec leur ami parce que les sièges sont numérotés? C'est totalement ridicule. Donc, dans certaines sections, et pas seulement les sections de supporters, parce qu'ils pensent que c'est seulement celle-là où ça marche, mais dans certaines sections, en plus, là, ils ont divisé leur stade en 942 sections différentes, je pense, au moins. Donc, dans certains endroits, tu dis, ben, écoutez, dans celle-là, par exemple, en bas, en haut, ou en bas, les sièges ne sont pas assignés, comme ça vous pouvez venir plus facilement avec un ami pendant l'année. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir avec des amis. Et en plus, on l'a entendu, Kevin Gilmore l'a dit, c'est pas le premier, on veut que les gens viennent au stade, mais les gens ne vont pas forcément venir au stade tout seuls. Ils vont venir au stade parce que quelqu'un les incite à venir au stade. Moi, je connais plein des supporters, que ce soit de l'Impact ou d'autres clubs que je suivais dans mon enfance, qui sont devenus supporters parce qu'ils sont venus avec un ami. Et pour parler du RWDM, le club où j'allais, ce n'était pas des places numérotées, chacun se mettait où il voulait et évidemment les amis c'était comme ça. Et la dernière idée, j'y viendrai après, c'est quelque chose de plus commercial, de plus VIP. Mais les 4 premières idées dont je parle, il y a quelque chose qui les rejoint. C'est le fait de socialiser. Ça, c'est votre question qui m'a fait réfléchir comment les unir. C'est qu'il y a consommer et socialiser. Consommer parce que l'Impact veut évidemment gagner de l'argent toujours. Et socialiser. Si tu penses d'abord à consommer, tu vas penser à consommer, tu ne socialiseras pas. Si tu penses avant tout que l'idée est faite pour socialiser et que la consommation est facile, l'exemple de la buvette, tu choisis ta bière, ton soda avec ton jeton, tu fais tac-tac, en 3 secondes c'est réglé. Là, tu vas socialiser, tu vas rester dans le coin et tu vas consommer naturellement parce que c'est très facile. Et donc, les gens vont parler de l'impact. C'est super important que les gens parlent de l'impact au stade et évidemment en dehors. Une des choses importantes, c'est que les gens ils parlent de l'impact, je dis souvent à la machine à café ou à la machine à soda le matin, le lendemain du match, c'est qu'est-ce que tu as vu? Si les gens parlent de sport, qui parlent d'une autre équipe de Montréal ou s'ils parlent de l'impact, c'est la meilleure promotion de l'impact. Effectivement. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était le VIP. Il faut qu'à l'impact, le VIP, ça c'est quelque chose d'important parce que Kevin Gilmore en parle et les changements, le VIP ne soit plus un cadeau à faire aux clients des entreprises qui ont des abonnements à l'impact, mais qu'elles soient là elles-mêmes, qu'elles se rendent compte que c'est une occasion de faire des affaires, une occasion de faire du réseautage, qu'ils aient envie de venir. Pas forcément les chefs d'entreprise, mais au moins des employés, des gens qui viennent, qui vont rencontrer d'autres gens et se dire « Ah mais l'impact, c'est un lieu à fréquenter parce que là je vais faire des affaires ». Parce que évidemment c'est ça qui intéresse les entreprises, c'est de faire des affaires, de rencontrer des gens pour signer des contrats. Ouais, et s'ils viennent à l'impact pour ça, plutôt que de faire des cadeaux à leurs employés ou à leurs clients, etc., ben là, ça va attirer et ça va les pousser à revenir. Question pour conclure le segment. L'impact fait les séries ou non? Ça dépend des autres. Il faut regarder les autres. Non, mais ça, je voulais le dire en premier. Et puis, je voulais... Il se mouille pas. Non. Si, je vais me mouiller après. Mais okay. C'est parce que ça aussi, c'était une question d'avant et je voulais vous féliciter par rapport à ça. C'est que le premier segment était sur les autres équipes. Puis parfois, je vois la question, je vois les débats, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les médias. Puis oui, avec cet effectif, l'impact finit au-dessus ou en dessous de la ligne rouge. Oui, mais ça dépend des autres aussi. Hein? Ouais, et puis là, le premier segment, on a beaucoup parlé des autres, donc c'est important de s'intéresser aux autres. Et je trouve que les Renards du Soccer, en s'intéressant aux autres équipes de la MLS, fait quelque chose d'important. Maintenant, pour répondre à la question, avec l'effectif qu'ils ont, je dirais non. Avec l'entraîneur qu'ils ont, je dirais que les chances sont beaucoup plus grandes. Parce que on compare l'effectif qu'ils ont à celui d'autres équipes, puis je pense que l'impact est inférieur à plus que cette équipe dans la conférence Est. Okay. Mais ce que Rémi Gart fait, ce qu'on a vu pendant la préparation, c'est impressionnant collectivement. Ce qu'on a vu, c'était très beau. Il faut voir si ça va tenir et quand les autres vont avoir compris comment ça va fonctionner, s'il y aura des plans B, ça on en a parlé avant. Mais honnêtement, et je vais même me mouiller encore plus,
Si l'Impact arrive à finir dans le premier quart du classement général, donc dans le top 6 sur 24, Rémi Garde mériterait le titre d'entraîneur de l'année avec cet effectif-là. Ah ben, là, il faudrait le dire On retire ce qu'on a à tes collègues Doyle et Warshaw et VB. Mais je pense pas qu'ils vont finir. Je pense pas qu'ils vont finir à ce niveau-là, mais s'ils l'ont, je pense que le mérite de l'entraîneur sera énorme et il faut le souligner aussi. C'est sûr, c'est un collectif. Ben, c'est ça qui va clore notre segment sur l'Impact de Montréal, le Renard Bleu. On va prendre quelques secondes et on revient tout de suite avec le troisième segment. Nous sommes de retour au Renard du Soccer pour le dernier segment de l'émission Les à côté du gibier, toujours en compagnie de notre maître du coup franc journalistique, Mathias Van Hals. Mathias, on a parlé de la MLS dans la première partie, mais là, au lieu de parler des équipes, j'aimerais qu'on parle de la Ligue spécifiquement. On entend souvent des termes comme MLS 2.0, 3.0, etc., etc. Quels ont été, selon toi, les changements significatifs qui font la MLS se coller en ce moment? Puis dans quelle direction tu vois la Ligue s'orienter à partir de là? J'aime bien 2.0, 3.0 parce que j'ai regardé un document officiel de la MLS cette semaine et il y en a tellement qu'ils savent où ils en sont. Il y a quelqu'un qui a écrit MLS X.0 parce qu'il y a tellement d'évolutions. Et dans les évolutions, je pense qu'il y en a 3 grosses que tout le monde voit. Il y en a une qui commence à dater et qu'on voit tout le temps, ce sont les stades. Et évidemment, bon, ça a commencé avec Columbus il y a une vingtaine d'années. Maintenant, cette année, il y aura Minnesota qui aura son nouveau stade. Il y a de nouvelles équipes qui ont leur propre stade comme le Los Angeles SFC. Et je pense que le fait que les clubs de MLS aient leur propre domicile pour pouvoir y faire ce qu'ils veulent, on en a parlé dans le segment précédent avec l'Impact de Montréal et les supporters, la socialisation, le marketing, etc. Je pense que c'est quelque chose de très très important en dehors du terrain. Sur le terrain, il y a eu l'arrivée du joueur désigné en 2007, cette règle-là, et il y a eu après, encore plus important je pense, pour faire évoluer la Ligue, c'est l'allocation monétaire ciblée. Parce que ça apporte des joueurs vraiment d'un très bon niveau et ça permet d'avoir aussi des joueurs qui sont entre le niveau des grandes vedettes à l'époque Beckham, Thierry Henry, etc. ou maintenant Zlatan et Rooney. Et je cite toujours lui, mais bon, il est plus à Montréal, des Calum Malas et autres. Il faut quelque chose entre les deux. Et ça a vraiment permis de l'apporter. Et la troisième grosse évolution, quand même assez visible pour ceux qui suivent la MLS, même d'un petit peu loin. Ceux de très loin, ils le voient peut-être moins, mais c'est la formation des jeunes, évidemment. De plus en plus de clubs ont tous les clubs maintenant ont leurs équipes de jeunes. Presque tout le monde a une équipe réserve. Je pense que ça, on n'est pas rentré dans le débat pour l'Impact, mais on fera une autre émission là-dessus. On en a beaucoup parlé de toute façon. Oui, non, mais ça c'est tout à fait normal. Puis je pense que Rémi Garde va encore faire pas mal de sous-entendus cette saison à ce sujet-là. Et donc ça, ce sont 3 grosses évolutions. Et la 4e, qui est moins visible, et ça va être paradoxal vu ma réponse, c'est la visibilité de la MLS. Oui, la visibilité de la MLS est moins visible, mais il y a eu des droits internationaux, on en parle beaucoup plus à l'étranger, on en parle beaucoup plus ici aussi. La MLS, il faut quand même se dire qu'elle fait un boulot énorme sur Internet quand on voit ce qui se passe sur mlssoccer.com. J'aime beaucoup aussi, contrairement, si vous suivez un peu les championnats en Europe, vous verrez qu'il y a en majorité sur les sites officiels, c'est plus des sites avec des communiqués qui sont un peu des porte-paroles. Il y en a quelques-uns qui sont, moi en tant que Belge, je suis content parce qu'en Belgique, c'est un peu la même chose que sur mlssoccer.com, c'est du rédactionnel. Et sur mlssoccer.com, c'est du rédactionnel. Ça parle du niveau des joueurs, il y a des analyses, de temps en temps, il y a des critiques sur les équipes, sur les joueurs, ils n'ont pas peur d'y aller. Et je trouve que c'est un véritable média digne de ce nom. Et ça apporte beaucoup aux gens qui sont à l'interne. Après, à l'externe, la MLS arrive aussi à maximiser ses efforts avec, souvent il y a des débats sur l'utilité ou non du match des étoiles. Je pense que par exemple, ça c'est un bon exemple, je pense que les gens qui s'intéressent de près à la MLS, le match des étoiles, on s'en fout un peu. On s'en fout. Voilà, vous avez donné la réponse, je n'ai rien dit. Par contre, les gens qui regardent la MLS, qui regardent 2-3 matchs pendant l'année, ils regardent évidemment la finale et le match des étoiles, ça fait partie. Et quand ils voient, tiens, cette année, comment la MLS évolue, ça peut les intéresser pour le public nord-américain. Après, à l'étranger aussi, il y a eu des ventes de droits, il y a des joueurs qui arrivent, mais il y a des joueurs qui arrivent de plus en plus d'un petit peu partout. Et donc, ils arrivent à se faire une visibilité. Et ça a aidé parce que ça attire des supporters, ça attire aussi des investisseurs, ça attire des droits télé, ça attire finalement des joueurs. Parce que si on en parle à l'étranger, les joueurs aussi le voient, même quand ils sont jeunes et qu'à un moment donné, ils deviennent professionnels, ils se disent « Ah, tiens, la MLS, ça peut être une destination de choix », ce qu'elle est en train de devenir.
Effectivement, j'aime bien ce que tu as mentionné en parlant de MLS 1.0, 2.0, 3.0. Tu es arrivé à 4.0, d'après ce que si j'ai bien compté là. C'est X.0. X.0. En tout cas, mais j'aimerais juste mentionner aussi une chose. On remarquait avant, il y a quelques années, il y a vraiment pas longtemps, 3, 4, 5 ans, on voyait des joueurs un peu lambda en Europe qui venaient en fin de carrière en MLS. Je parle juste du côté de l'Impact de Montréal, des joueurs comme Marco Donadel, Matteo Ferrari, des joueurs comme ça, Nelson Rivas, qui venaient en fin de carrière et qui arrivaient à performer en fin de carrière. Maintenant, les joueurs lambda en fin de carrière, ils ont presque plus leur place en MLS, tellement le niveau est encore monté d'une coche. Je trouve que maintenant, il faut vraiment de bons joueurs en fin de carrière pour venir performer en MLS. Donc, on voit quand même une certaine hausse de niveau de la MLS en tant que telle, footballistiquement en tout cas. Oui, et puis le joueur lambda, juste pour répondre brièvement, en fait, il n'est plus en fin de carrière maintenant, il est dans ses meilleures années. Exactement. Et justement, là, on ne peut plus dire, pour reprendre le cliché qu'on entend encore en Europe, que la MLS est une ligue de retraités ou de pré-retraités. C'est une ligue où maintenant les joueurs d'importance sont à un plus jeune âge. Mais justement, ça veut dire que la MLS a développé une identité. D'après toi, quelle est-elle réellement, cette identité-là? Admettons, tu devais parler à quelqu'un qui pense que c'est encore une ligue de retraités, par exemple, pour dire non, la MLS a cette identité-là, ce serait laquelle selon toi, dans tes mots? C'est une transition magnifique parce que ça fait vraiment le lien entre la question précédente et ce qu'on vient de dire et ce que je voulais répondre à cette question. Et là, je suis désolé, je vais regarder mes notes parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'identité. En fait, l'identité de la MLS, c'est un mélange. Ça, c'est ma réponse très courte. C'est un mélange entre beaucoup de joueurs venus de plein d'endroits qui ont des caractéristiques différentes. On a des vedettes, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney. On a des joueurs de haut niveau qui ont fait leurs preuves en Europe ou en Amérique du Sud, Lodero, Piatti, Pity Martinez, Bakary Sagna, Safir Taider, Alessandrini, Nikolic, Rusnak. Et c'est des joueurs de tous âges. Rusnak, c'est un jeune. Il y en a là-dedans que j'ai cité, Ibrahimovic, qui est beaucoup plus âgé. Et donc, on a toute la pyramide des âges. On rajoute aussi des vedettes étrangères que la MLS a construit elle-même. Joseph Martinez, avant d'arriver ici, n'était pas vraiment connu. Wright Phillips, c'est exactement la même chose et ils se sont devenus des grandes vedettes en MLS. Il y a les vedettes de la zone CONCACAF, il ne faut pas oublier, c'est très important. C'est notre zone à nous, la Ligue des Champions et les équipes nationales qui se mesurent entre elles pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il faut toujours donner beaucoup d'importance à la zone CONCACAF. Il y a à Houston notamment Ellis et Kyoto, il y a Waston, il y a Calvo. Il y a des ex-internationaux américains qui sont revenus, Cleston, Bradley, Bedoya. Il y en a qui partiront bientôt, Stephen. Il y a Tyler Adams qui vient de partir. Il y a des vedettes locales qui sont nées et qui ont grandi en MLS. Zouzi, Rimando dans les plus âgés, Nagbe qui est entre les deux, Trapp, Zardes, Edges ou Piet qui sont plus jeunes. C'est très éclectique tout ça. Ça fait vraiment un mélange. Et quand on met tout ce genre de joueurs-là ensemble, mais ça fait un championnat qui est unique et qui est la MLS. Et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment, vraiment sa force. C'est bon, ça. J'aimerais juste continuer ça par rapport à ça, parce qu'on a parlé en fait de l'évolution de la MLS en tant que telle. Là, on a parlé point de vue joueur. Moi, j'aimerais voir point de vue système. Là, maintenant, on voit la MLS. C'est une question que nous pose French College Soccer Fan, qui est Collège Soccer FR. Il nous pose une question qui dit: est-ce que vous ne pensez pas que le nouveau format des playoffs ne va pas fausser le championnat? Maintenant, tout est déterminé, et tout est déterminé donc les équipes vont pouvoir faire des calculs, etc., ainsi de suite. Donc, est-ce que tu penses que ce nouveau format-là... Pourquoi elles pourraient faire des calculs? C'est sa question. Moi, ce que j'aimerais bien son explication, parce que je ne vois pas. Ce que j'ai compris de cette question-là, c'est que maintenant, on sait que vu qu'il y a le nouveau format, avec juste les 3-4 premières qui vont recevoir, il n'y a plus de matchs aller-retour, on sait que les grandes équipes vont très vraisemblablement se retrouver plus en finale, ont plus de chances de se retrouver et aller plus loin que ceux qui vont aller tout le temps à l'extérieur. Bah ouais, mais c'est l'essence du sport quand même que le meilleur gagne. Oui, mais dans le côté des playoffs, quand tu fais des matchs aller-retour, on voit ça en Ligue des Champions, on voit ça ainsi de suite. Est-ce que on aime toujours un peu le petit poussé qui va venir, qui va pousser le gros ou le géant, un peu David contre Goliath, qui va venir un peu et battre Goliath. Ce qu'on voit plus maintenant en MLS avec ce nouveau format-là, en tout cas, c'est la question. On verra, mais dans un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, il faut quand même que les meilleurs aient un certain avantage. Puis
Sinon, on jette la saison régulière à la poubelle, puis ça ne sert plus à rien. Donc je pense justement que ça va donner plus d'importance à la saison régulière. Il y aura moins de calculs, contrairement à ce que dit l'auditeur, en saison régulière, parce qu'il faudra vraiment finir premier. Puis se qualifier pour les playoffs, finalement, c'est des matchs aller-retour. Puis du moment qu'on finit au-dessus de la ligne rouge, ça ne change rien. Là, il va y avoir l'avantage du terrain. Je pense qu'il va aussi y avoir une pression des trésoriers des clubs, parce qu'il y a les recettes qui vont avec, il ne faut pas oublier ça non plus, qui est quand même aussi très intéressant, surtout quand on a des stades assez énormes comme Atlanta par exemple, où on a 70 000 personnes. Donc, je pense qu'au contraire, ce format-là est extrêmement intéressant et est beaucoup mieux. Maintenant, il faut être performant. Hein. Si on veut gagner, si on veut être champion, il faut être le meilleur. Et c'est important d'être le meilleur du début à la fin, plutôt que d'être le meilleur sur 3 semaines. Donc moi, je pense que c'est très bien ce format. D'accord. Tu as parlé dans ton podcast de Coup franc MLS de la possibilité que le droit régional soit retiré pour les clubs en MLS. Pour expliquer un peu c'est quoi le droit régional, c'est que chaque club a droit à recruter pour son académie, c'est la home ground rule en anglais, dans une région spécifique. Et il y a des régions où ils n'ont pas le droit d'aller. Et là, on parle de la retirer. Ce qui pourrait favoriser à ce moment-là ceux qui ont des académies, mettons, plus attrayantes, par exemple. Toi, si ça arriverait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une règle qu'il faudrait réformer, rester telle quelle, ou bien si ça serait dangereux qu'on la retire complètement? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Je voulais te faire élaborer plus que ce que tu as dit dans le podcast. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, dans la mesure où, dans les championnats, il y a un problème de distance. Donc, de toute façon, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont jeunes, qui vont trouver ça difficile de quitter les parents, etc. Donc, déjà, ça annule beaucoup de choses. Mais par exemple, je vais prendre un exemple de New York ou de Los Angeles, les deux villes où il y a un derby. Ce sont des clubs qui ont des philosophies différentes. Ce sont probablement, je ne connais pas en détail, des écoles de jeunes qui ont des philosophies différentes. Et un joueur qui va rater quelque part pourra tout à fait réussir à côté. Tout simplement parce que la mentalité lui convient mieux, la façon de faire lui convient mieux. Donc ça va augmenter les chances des jeunes de se retrouver dans un environnement qui leur convient. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc je trouve que c'est très bien. La deuxième chose, à côté de ça, et ça c'est un message indirect à l'Impact de Montréal, c'est que ça va être important d'avoir une équipe réserve. Parce que ça aussi, et de faire sortir des jeunes. Si évidemment l'Impact arrive à faire sortir des jeunes chaque année sans équipe réserve, ça ne leur posera pas de problème. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont voir peut-être ces avantages-là. Et ça va être un argument de vente aussi quand on voit le Toronto FC qui a non seulement une équipe B, mais qui a en plus une équipe C. Quand ils vont approcher des jeunes, ils vont dire bah, écoute, le chemin est tout tracé. Tandis qu'à l'Impact, ils vont dire bah, écoute, mon garçon, tu dois réussir à 17 ans. Si tu réussis à 17 ans, tu vas te retrouver en équipe première l'année d'après. Si tu ne réussis pas à 17 ans, mais ça risque d'être un peu compliqué. Alors je pense qu'il va y avoir des exemples à l'Impact de Montréal de joueurs qui ont réussi et qui vont se retrouver et on pourra dire mais écoute, tu pourras suivre cette trace-là. Et Toronto, lui, va avoir son argument, on va citer tous les autres et dire ouais mais regarde, nous, il y en a qui ont éclos beaucoup plus tard, comme des Didier Drogba en son temps et en France, et qui grâce à ça, au fait qu'on ait une équipe B, une équipe C, se sont retrouvés en équipe première. Donc ça va être aussi quelque chose. Donc ça va obliger les clubs aussi à travailler plus dur, à avoir des structures plus claires et à avoir des arguments et à penser leur politique de jeunes de manière encore plus approfondie. C'est bon ça. Un mot rapide sur les cartes vertes, parce qu'on en parle beaucoup. C'est toujours pour toi, j'imagine, quelque chose qu'il va falloir trouver une solution éventuellement pour que les équipes canadiennes, au niveau des places internationales, ça se règle, j'imagine? Oui, il va falloir clairement trouver une solution pour les places de joueurs étrangers. Le problème, je ne connais pas les lois aux États-Unis, je ne suis pas avocat, mais je me doute bien qu'il y a aussi le fait que les lois du travail aux États-Unis doivent permettre d'avoir des cartes vertes et qu'il ne puisse pas y avoir de différence entre quelqu'un qui a une carte verte et quelqu'un qui est aux États-Unis pour l'accès au marché du travail. Maintenant, est-ce que l'accès au marché du travail et le fait d'être dans le 11 de base peut être une différence ou non? Ça, de nouveau, c'est un avocat américain qui peut répondre, mais si il n'y a pas de limite de joueurs étrangers, donc tout le monde peut avoir un contrat, mais il y a une limite de nombre de joueurs sur le terrain ou sur la feuille de match, ça ne t'empêche pas d'avoir un contrat, de ne pas être sur la feuille de match. Est-ce que c'est une possibilité ou pas? Honnêtement, j'en sais rien, mais ce serait peut-être une avenue à explorer. Et finalement, une dernière question, celle-là, je tenais moi-même à te la poser. On va quitter la MLS, on va parler de l'équipe nationale canadienne. Il y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années, et là, John Herdman a clairement affirmé, en fait, son ambition de qualifier l'équipe nationale pour pas attendre en 2026 qu'on reçoive la Coupe du Monde, mais de les qualifier pour 2022. Quand on regarde la façon que l'équipe joue présentement, on la sent peut-être un peu moins sur les talons, contrairement dans les années précédentes. On la voit un peu plus agressive. Et là, il y a des jeunes talents qui émergent, Alphonso Davies et tout ça.
est-ce que tu crois aux chances de l'équipe canadienne de se qualifier pour 2022? Et selon toi, c'est quoi qui a vraiment changé au sein de l'équipe nationale par rapport aux dernières années où c'était toujours la croix et la bannière, on était loin derrière un paquet d'autres sélections nationales? Il faut être franc aussi. Hein. Tous les 4 ans, le sélectionneur de l'équipe nationale dit je vais qualifier l'équipe nationale pour la Coupe du Monde la prochaine fois. Faut pas non plus... soyons honnêtes, c'est chaque fois le même cinéma et à la fin ça ne se produit pas. Maintenant, comme tu dis, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a une nouvelle vague qui est là. C'est encourageant, mais tu as vu contre qui ils ont joué en Ligue des Nations aussi. C'est vrai, mais regarde un peu l'effectif. Je suis désolé, mais il y a quand même une génération dorée au Canada maintenant. On s'entend qu'on a une génération qui est quand même bien au-dessus que ce qu'on a vu avec l'équipe nationale depuis vraiment très, très, très longtemps. Et quand je dis très longtemps, je parle de plus de 15 ans. Et je pense que là, on a une chance. Moi, je suis presque convaincu. Attends, des Radzinski, des Stalteri qui avaient quand même beaucoup plus d'expérience en Europe. Je parle en tant que... Je parle à chaque poste. Je parle à chaque poste maintenant. Je pense qu'on a un titulaire, on a un joueur de banc qui est capable de faire le travail et qui est jeune. Et c'est ça, moi, qui m'encourage personnellement. Oui, mais ils sont jeunes, justement. Ils n'ont pas encore toute cette expérience-là. Mais ce que je voulais quand même continuer à ma réponse parce que j'ai commencé par les poches, je vais aller avec, c'est peut-être pas des fleurs, mais en tout cas c'est au moins des pouces. Après, justement, ça correspond bien. C'est que le gros avantage qu'a l'équipe nationale du Canada en ce moment et cette génération-là, c'est qu'ils ont des étapes à franchir. Je ne dis pas qu'ils n'en sont pas capables, je dis juste que le discours est le même que d'habitude et qu'il ne faut pas s'énerver avec ça. Mais ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, les étapes sont vraiment une par une. Parce que là, l'entraîneur est arrivé, le sélectionneur est arrivé, il y a eu la Ligue des Nations contre des équipes. C'est comme jouer contre le FC Sherbrooke ou le RC Trois-Rivières. Mais ça va devenir de plus en plus compliqué au fil du temps et ils vont pouvoir y aller étape par étape. Et je pense aussi qu'il ne faut pas se mettre martel en tête et dire on va se qualifier pour la Coupe du Monde. Déjà, se qualifier pour le tour final à 6, ce serait déjà très bien. Et à ce moment-là, on verra. Une fois qu'on est dans les derniers 6, rien n'empêche d'être ambitieux, évidemment. Et donc, bah oui, là, le Canada a été bien en Ligue des Nations. Ça va devenir plus difficile au prochain tour. Les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi, ça va être un peu plus difficile à chaque fois. Et donc, se dire, bah, on va progresser étape par étape et rien ne nous empêche d'atteindre notre but. Après, commencer à dire que c'est la meilleure génération et tout, on verra, on en reparlera dans 4 ans. Parfait. Bon, d'accord. On va peut-être même en reparler cette année, honnêtement. On en reparlera, ça c'est sûr. Elle retient ta réponse. Oui, tu vas peut-être être obligé de te mouiller un peu plus. Mathias Banal, en attendant, merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Ça a été très agréable et vraiment une belle soirée en ta compagnie. Ça a été vraiment un beau moment de te recevoir et d'écouter tout ce que tu avais à nous dire sur la MLS, le foot en général, l'impact et tout. Merci à vous, c'était un plaisir, c'était un très chouette débat, j'ai beaucoup apprécié. Oui, on aura l'occasion de se revoir, si c'est certain, on va te réinviter, ça va nous faire plaisir. Ce sera avec plaisir. Oui, et avant de terminer l'émission, on veut remercier les gens de cette Vision, grâce à qui cette émission peut être tournée, Peggy Dieudonné et David Dixot, bien entendu, nos maîtres techniciens, nos grands stratèges, nos maîtres tacticiens derrière la caméra, la technique, le son et tout. On les remercie pour la conception de cette émission. On veut glisser un mot en attendant. Si vous voulez nous trouver, on est sur les médias sociaux. Adi Raphaël, c'est le compte MLS en folie sur Twitter. Moi, c'est Matt Lemay également sur Twitter. On écrit également sur le site de Culture Soccer, qui a également un compte Twitter commercial Culture Soccer, où on écrit plusieurs articles. On me retrouve aussi sur football365.fr. On a des podcasts sur le CanFC. Moi, c'est MLS Africa Plus. Et Adi, bien entendu, un Phocéen à Montréal, ainsi que le Canadian Premier League en compagnie de Mike Miller. Vous voyez, là, on est partout. On vous donne plein de matériel. Vous pouvez donc nous retrouver là autant de fois que vous voulez. Ça va nous faire plaisir. C'est ainsi que se termine cette émission des Renards du Soccer. Et on vous dit donc au revoir et à bientôt.